l'histoire que ça prend un peu permanent. Je ne pense pas qu'on a trouvé une circulation aussi dense. Je remercie la Ligue des droits de l'homme de l'honneur qu'ils nous font à m'inviter à faire cette conférence, en particulier son président, M. Guissa. Je suis heureux d'être parmi vous, d'autant plus que je suis attentivement la marche de la Ligue et des difficultés qu'elle a à assumer ses responsabilités dans les conditions actuelles de notre pays. La question qui m'est posée est une question à la fois facile et difficile. Elle est facile si on s'en tient à l'évolution et à la progression du système de santé. Je vais essayer d'être clair et le plus bref possible pour laisser le plus de place possible à la discussion. Elle est difficile lorsque on s'intéresse plus spécialement au concept du droit à la santé. Parce que ça, c'est compliqué. C'est compliqué du côté du droit d'abord, parce que c'est encore aussi, il y a encore aujourd'hui un concept qui fait l'objet de controverses et de polémiques. Sa définition est encore à géométrie variable, et vous le savez très bien, en fonction de la situation ou du pays ou des conditions sociales et politiques dans lesquelles on se trouve. Et la santé, quand on associe à ce concept difficile celui de la santé, ça rend encore des choses plus compliquées. Parce que la santé, il y a une charge émotionnelle très importante dans ce terme, puisque dans santé, il y a la vie et il y a la mort. Et entre les deux, il y a une succession d'événements qui sont heureux, qui sont malheureux, et dans lequel la santé de l'individu, et je parle aussi bien de la santé physique que de la santé psychique et morale, interviennent de manière absolument décisive. Donc, c'est vrai que rentrer là-dedans, ça veut dire qu'il faut savoir exactement de quoi on parle. Ça signifie aussi qu'il faut savoir exactement ce que signifie ce terme santé, à quel niveau il se trouve, quelle importance il a dans les fondements d'une société et dans les facteurs essentiels de la cohésion sociale. Donc tout ceci rentre dans ce débat que je n'ouvrirai pas tout de suite, bien entendu, mais que je suis prêt à débattre avec vous par la suite pour essayer peut-être d'aller un peu plus dans la définition de ce terme, encore une fois, très difficile. L'évolution du système de santé en Algérie, vous allez le voir, il a obéi à des facteurs qui ne sont pas toujours ceux qui devraient régir la pensée de cette politique lorsqu'on s'intéresse précisément à ce que vous disiez tout à l'heure aux malades. Moi, je préfère utiliser le terme d'usager parce qu'il n'y a pas que des malades qui s'adressent au système de santé. Une femme enceinte qui va accoucher n'est pas malade. Elle est en bonne santé, elle doit mettre au monde un bébé, elle n'est pas malade. Et pourtant, elle s'adresse bien au système de santé pour pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. Alors, le système a évolué en plusieurs phases. La première, c'est évidemment celle qui a suivi l'indépendance de 1962 à peu près à 1972, c'est-à-dire les 10 années qui ont suivi l'indépendance. Pour les plus jeunes, je rappelle tout de même un certain nombre de faits. L'Algérie en 1962, c'était 9 millions d'habitants à peu près, dont un tiers de la population a été déplacée, puisqu'il y a eu au moins 1 million d'Algériens qui ont quitté l'Algérie pour aller se réfugier hors des frontières algériennes en Tunisie au Maroc sous la pression de l'armée coloniale. Il y a eu également une politique de regroupement qui a fait déraciner plus de 2 millions de personnes pour aller les installer dans ce qu'on a appelé à l'époque les camps de regroupement. L'Algérie en 1962, c'était 15% des enfants en âge d'aller à l'école qui fréquentaient effectivement une école. 15%. 85% des enfants indigènes, bien entendu, comme on nous appelait à l'époque, fréquentaient une école. L'Algérie à l'indépendance, c'était un âge, une espérance de vie à la naissance qui était inférieure à 50 années. Puisqu'en 70, on l'a estimé à 52,6 ans. L'Algérie à l'indépendance, c'était un système de santé qui avait été mis en place par l'ancienne puissance coloniale au bénéfice quasi exclusivement des pieds noirs et qui a été complètement ravagé par la guerre pendant les 7 années. Donc les personnes qui ont eu en charge du système de santé en 1962 avaient fort à faire, puisque ce tableau
est encore plus sérieux, plus grave, parce qu'on sait que la population algérienne, la population des Algériens étaient tous logés dans les campagnes, et dans ces campagnes, il y avait énormément de problèmes, en particulier de maladies transmissibles, toutes sortes de maladies transmissibles sévissaient à l'époque, et la population qui purement est simplement abandonnée à elle-même. Pour faire face à cette situation tragique, de quoi disposions-nous? Je crois que le PIB est difficile à estimer à l'époque, mais il était autour de 400 $. Donc on était un pays pauvre. Il y avait moins de 1500 médecins pour tout le territoire national, dont moins de 400 médecins algériens. Les autres étaient des médecins étrangers qui travaillaient encore en Algérie. Et on avait à peu près 4000 agents paramédicaux. Les urgences qui se posaient aux personnes chargées du système de santé en 1962 étaient donc, de réanimer des structures de santé laissées en place par la colonisation, en trouvant du personnel pour les remettre en fonctionnement. Et on a fait beaucoup appel à cette époque à la coopération internationale, en particulier pour les médecins aux pays de l'Est. Et je crois qu'au passage, il faut remercier tous ces pays qui sont venus à notre secours pendant cette période-là. Également, il a été développé un certain nombre de programmes dont l'objectif principal était de réduire la fréquence, la prévalence des maladies qui sévissaient à cette époque à l'état endémique, à savoir des maladies transmissibles. Je crois que, pour citer deux exemples qui en fait date et auxquels